Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres aujourd'hui de ce vendredi 22 janvier, ce drame à Villandry la nuit dernière. Une mère de famille est décédée prisonnière des flammes dans l'incendie de sa maison. Les jeunes femmes ciblent des islamistes radicaux. Exemple à Chambray-les-Tours où une jeune mère a abandonné son bébé pour partir en Syrie. Une école de Tours-Nord privée d'eau potable. Des analyses ont montré des taux anormaux de plomb et de fer dans l'eau des robinets. Résultat, la ville a dû distribuer des bouteilles d'eau aux enfants. Et on commence ce journal avec cet incendie donc à Villandry la nuit dernière qui a coûté la vie à une mère de famille. Il était aux environs de 2 h du matin quand le feu a pris dans une maison d'habitation du centre-bourg de la commune. À l'intérieur, une famille de 5 personnes. Tous ont réussi à sortir à l'exception d'une femme, la mère. Son corps a été retrouvé à l'intérieur. Le père a été intoxiqué par les fumées et brûlé au bras. Il a été hospitalisé. Les 3 filles ont quant à elles été prises en charge par une voisine. Une enquête a été ouverte. Le point avec Romain Delville et Amanda Breuer-Rivera. Le feu s'est déclaré vers 2 h du matin dans cette maison de la rue du Commerce à Villandry. Quand la cinquantaine de pompiers sont intervenus, c'était un véritable brasier. La maison est ancienne, la charpente tout en bois. Elle a subi la loi du feu en quelques minutes. Les 3 filles du couple ont pu sortir indemnes physiquement au rez-de-chaussée. Le mari s'est extrait de sa chambre à l'étage par la fenêtre de toit. Brûlé à la main, hospitalisé au CHU Trousseau, il devait être opéré dans l'après-midi. Sa femme, elle, n'a pu faire de même. Prisonnière des flammes, elle a péri dans la maison. À 5 h du matin, son corps n'avait pas encore été retrouvé. Ce feu de pavillon avec une propagation sur 3 maisons mitoyennes. Et dans ce feu a sollicité la mise en place de 5 lances à incendie pour combattre le sinistre. Et puis a mobilisé à peu près 48 sapeurs-pompiers au plus fort de l'intervention. Parmi les premiers témoins civils sur les lieux, le maire de Villandry. Ce matin, il a pris des nouvelles du mari et des enfants du couple. Les 3 filles ont été recueillies par des amis dans le village. Impressionnant quand je suis descendu ce matin, quand les pompiers m'ont appelé, que je suis descendu dans le bourg, que j'ai vu le brasier qu'il y avait dans le bourg. Et puis quand je suis arrivé, qu'on m'a dit que les enfants étaient sortis, le mari était sorti, puis qu'il restait encore une personne dans la maison. Et que malheureusement, cette personne a été retrouvée plus tard, décédée. L'origine de l'incendie est encore inconnue alors que les gendarmes scientifiques ont mené leur investigation depuis ce matin. L'accident est très privilégié. Il y a plusieurs pistes qui sont envisagées. La première piste, elle peut être tout simplement liée à une cheminée, à une défaillance électrique ou autre. Toujours est-il, c'est que l'incendie se déclare vers 2 h du matin et part probablement entre le rez-de-chaussée et l'étage à un endroit qui reste précisément déterminé. 2 faits ont marqué les pompiers. Tout d'abord, la solidarité dans la rue pour héberger les personnes sinistrées. Ensuite, l'absence de détecteur de fumée dans l'habitation. Et autre incendie, celui-là, à Verneuil-sur-Indre, où une maison a été complètement ravagée par les flammes. Le feu s'est déclaré vers 3 h du matin dans le garage d'une maison le long de la départementale 943. Mais fort heureusement, cette fois, les 3 occupants ont pu quitter les lieux sains et saufs. La lutte contre le terrorisme avec ces chiffres qui nous ont été communiqués par la préfecture d'Indre-et-Loire. 42 perquisitions en lien avec le terrorisme effectuées dans le département depuis que l'état d'urgence a été décrété. Plus de la moitié menées sur Tours et son agglomération avec une seule assignation à résidence. Près d'une cinquantaine de personnes ont été signalées par les services de renseignement. À noter enfin qu'une quinzaine sont fichées S, secret de l'État sur le département. Casse-tête pour les autorités, détecter les jeunes radicalisés qui quittent la France pour partir faire le djihad en Syrie. Un phénomène qui concerne de plus en plus les jeunes femmes. C'est le cas d'une jeune chambrésienne de 20 ans qui a fugué de chez elle juste avant les attentats de novembre dernier, laissant derrière elle un bébé de 22 mois. Sabrina Melout. C'est ici, dans la commune de Chambray-les-Tours, que vivait la jeune femme âgée de 20 ans, convertie à l'islam depuis l'âge de 14 ans. Une Française dont les racines familiales n'avaient rien en commun avec la culture musulmane. Il y a 2 mois, elle confie son enfant, presque âgé de 2 ans, à sa mère, lui laissant croire qu'elle part rejoindre une amie à Orléans pour y passer quelques jours. Mais la réalité est tout autre. La jeune femme a décidé de s'enfuir pour rejoindre un homme dont elle s'était prise et avec qui elle communiquait sur Internet. Elle prend l'avion à Amsterdam pour rejoindre Istanbul où elle aurait subi une agression sexuelle puis s'envole pour la Syrie.
Peu après son arrivée, elle se félicite des attentats du 13 novembre sur les réseaux sociaux. Selon le préfet, il y a une concentration de jeunes importante dans le département acquise à la cause djihadiste. Si plusieurs départs ont été constatés en Indre-et-Loire, le préfet souhaite rester discret sur les détails et les profils de chacun, mais parle aisément de ceux qui les rapprochent généralement. Ce sont des jeunes qui sont dans des familles que je qualifierais de désocialisées. Voilà. Donc des jeunes qui sont déjà dans des contextes difficiles, qui se laissent embrigader. Ce n'est pas limitatif, hein. Il y a de jeunes personnes qui sont issues de milieux tout à fait aisés. Également issue dans les milieux aisés, l'apologie du terrorisme dépasse les frontières des quartiers pauvres. Non loin de Chambray-les-Tours, une autre jeune femme aurait elle aussi quitté la France il y a quelques mois. Terrorisme, prédicateurs radicaux, sécurité des quartiers en région centre, ce sont les thèmes de libre-échange ce mois-ci. Élus, policiers, responsables religieux seront invités à parler des différentes mesures de sécurité mises en place. Comment peut-on prévenir la radicalisation des plus jeunes ou encore quels sont les enjeux de société sur ces thématiques? Écoutez un extrait d'un des anciens éducateurs qui avait croisé la route de Bertrand Zoabonayo. Rappelez-vous cet homme qui avait attaqué le commissariat de Joué-les-Tours en décembre 2014. Il l'avait croisé une semaine avant l'attaque. Je suis sur la place Saint-Paul au Sanitas et puis on se croise. Et là, il est habillé, voilà, c'est un homme qui sort d'un conte des mille et une nuits là, que je rencontre. C'est anachronique, c'est une rencontre anachronique. Il me prend dans ses bras, on se promet de se revoir quelques jours plus tard pour partager un café ou un thé. Mais je sens que c'est comme un adieu. Ouais. C'est véritablement comme un adieu. Et quand je l'ai quitté ce jour-là, l'étreinte qu'il m'a donnée, c'était véritablement une étreinte de revoir. Libre-échange, c'est ce soir à 19h30 et 22h45 sur TV Tours Val-de-Loire. L'agence Pôle emploi de Saint-Pierre-des-Corps était fermée cet après-midi. En cause, une voiture incendiée, une vitre brisée et des dégradations à l'entrée de l'agence. Cela s'est passé dans la nuit aux alentours de 3 heures. Les premiers constats font état d'une dégradation de la façade et de la passerelle d'accès de l'agence au public, due principalement à cette voiture incendiée. Les forces de l'ordre et les pompiers sont intervenus. Le périmètre est sécurisé. Mais l'émanation d'odeurs incommodantes ainsi que l'incertitude sur la qualité de l'air à l'intérieur de l'agence ont conduit la direction régionale de Pôle emploi Centre Val-de-Loire à fermer le bâtiment pour la journée. Retour maintenant sur cette affaire qui tourne à la polémique à Tours-Nord. L'école Jules Verne est privée d'eau potable. De récents résultats d'analyse dans l'eau des robinets ont fait apparaître des taux anormaux de plomb et de fer. Résultat, depuis hier, la ville distribue des bouteilles d'eau aux enfants. De nouvelles analyses ont été effectuées ce matin pour décider des mesures à prendre. Explication de Florent Carrière. Ce matin, à la sortie de l'école Jules Verne de Tours-Nord, le problème de l'eau au robinet, impropre à la consommation, était présent dans les esprits et les conversations des parents d'élèves. Je m'inquiète pour tous les enfants de l'école, c'est abusé, c'est n'importe quoi. Je trouve que la mairie devrait être plus responsable de ce qui se passe. Bon, je trouve que c'est pas normal, il aurait dû faire quelque chose déjà depuis longtemps. Vous êtes inquiète? Un peu quand même, oui. Par rapport aux enfants, on ne sait jamais. Si le problème n'est pas réglé ou n'est pas résolu à temps, oui, ça va m'inquiéter. Mais maintenant, voilà, on a confiance et les adultes, ils sont grands, donc j'espère qu'ils régleront le problème très, très rapidement. De l'eau jaune-orange qui sort des robinets à chaque retour de vacances. Un problème qui dure depuis plus de 3 ans. En cause, la stagnation de l'eau dans de grosses canalisations sous l'école. Des analyses ont été effectuées en début de mois, le 4 janvier. Résultat, selon les parents d'élèves et enseignants, une présence anormale de plomb, de fer et de bactéries. De nouveaux tests ont été réalisés ce matin par le laboratoire de Touraine, mais après une purge complète des canalisations. Alors tout à l'heure, j'ai assisté en fait aux tests réalisés par l'équipe du laboratoire de Touraine et de la mairie de Tours. Et l'eau quand elle sort des robinets, l'eau froide quand elle sort des robinets est à peu près 20-25 degrés. Une eau froide, chaude, idéale pour le développement des bactéries. Les résultats de ces analyses permettront de prendre les mesures nécessaires. Toujours est-il que le problème a pourtant été soulevé il y a déjà 3 ans par la directrice de l'école. À chaque conseil d'école, en fait, il y a un compte-rendu qui est établi, qui est transmis à la mairie. Et à chaque conseil d'école, ce problème récurrent d'eau orange-jaune à la sortie à la rentrée du moins des vacances scolaires a toujours été évoqué. Et il s'agit de toutes les vacances scolaires, pas seulement les grandes.
Il aura fallu attendre mercredi dernier pour que la consommation d'eau soit interdite. La mairie a procédé dès le milieu de semaine à la distribution de bouteilles d'eau, mais les classes de cette école n'ont été pourvues que ce matin. Une réunion entre la directrice de l'établissement et la mairie de Tours devait se tenir à 16h30 sur place, mais une demi-heure avant, elle a été décalée à 17h, en mairie cette fois-ci, loin des regards. Une deuxième ligne de tramway à Tours, oui, mais pas tout de suite. Interviewé sur le sujet, Philippe Briand, le président de l'agglomération tourangelle, a confirmé qu'une deuxième ligne était bien à l'étude, mais que l'objectif est de penser globalement le réseau avec une prospective à 20 ans et non ligne par ligne. On l'écoute au micro d'Amanda Breuer-Rivera. On a une ligne de tramway qui est une ligne pertinente et qui fonctionne bien. Elle a permis en un an un volume de transport de 50% supérieur à ce que l'on faisait précédemment. Par contre, la ligne de tramway a coûté cher. Pourquoi est-ce qu'elle a coûté cher? Parce qu'elle a été faite rapidement. Donc j'ai demandé au sein de l'agglomération, en 2016, de bien vouloir réfléchir non pas à une seconde ligne de tramway, mais de réfléchir à l'ensemble des lignes de transport dont nous aurons besoin dans les 30 ou 40 ans qui viennent. Mais lorsque vous faites un tramway, ce qui coûte cher, ce n'est pas la partie visible, c'est ce qu'il y a en dessous. Il faut déplacer tout ce qu'il y a en dessous. L'eau usée, l'eau pluviale, le gaz, l'électricité, parce qu'une fois que le tramway est là, vous ne pouvez plus ouvrir s'il y a un incident. Et ce qui nous coûte cher, c'est de déplacer tout ça. Si vous définissez 20 ans, 30 ans avant ce que vous avez à faire, quand l'un des concessionnaires vient et dit on va passer notre réseau ici, si nous savons que nous allons y faire passer une ligne de tramway, nous le dévions, il passe à côté. Alors le coût de la ligne de tramway n'est plus de 25 millions du kilomètre, mais peut tomber aux alentours de 15 millions. À la fin 2016, quand tout le monde aura travaillé sur le sujet, c'est-à-dire toutes les commissions de Tours Plus, tout ce qu'il y a autour de Tours Plus, on déterminera quelles sont les priorités de ces lignes. C'est-à-dire là où on va avoir l'emport passager le plus important, début 2017. À partir de ce moment-là, on prendra la décision d'une deuxième ligne et on la mettra en perspective et en chantier. On vous l'annonçait hier, la création d'un institut universitaire de l'alimentation. Eh bien, on sait désormais où il sera installé, en plein cœur de Tours, à la Gentilhommière, boulevard Béranger. C'est Serge Babary qui l'a annoncé hier lors d'une conférence de presse aux côtés d'Emmanuel Hervé, le président de l'association Tours Cité internationale de la gastronomie. Cette grande villa, ancienne école de droit et qui abritait l'école des beaux-arts, accueillera dès l'automne prochain une entité universitaire unique en Europe, un centre de Food Studies, un laboratoire d'études et la plus grande bibliothèque d'Europe sur l'alimentation. Samedi à 17h, le TVB se déplace à Poitiers dans le cadre de la Ligue A. Invaincus depuis 8 matchs, les Tourangeaux devront se montrer décisifs face au Poitevin qui les avait battus au match aller 3-7-1. Mais c'était sans compter sur Konechny, Smith, Collins ou encore Bartos, retenus en équipe nationale. Cette fois, la composition et le jeu devraient être bien différents. Poitiers aura à cœur de garder sa deuxième place. Tours, 4e du classement, devra batailler pour engranger des points. Bastien Mathieu. Un derby ancestral, un remake des finales 2011 et 2012. Près de 4 ans après la liquidation judiciaire du club de Poitiers, le choc entre les deux équipes revoit le jour. Cette année, le club poitevin a refait son apparition en Liga pour le plus grand plaisir de son meilleur ennemi, le TVB. En 2011, Poitiers avait remporté le championnat de France au détriment de Tours. L'année suivante, les Tourangeaux avaient pris leur revanche. Mais Poitiers avait dû rester sur cette finale perdue puisqu'ils avaient ensuite déposé le bilan et été rétrogradés administrativement en National 1. Après la refondation du club et des montées successives, Poitiers est de nouveau au premier plan. D'autant que les Poitevins occupent les premières places du championnat cette année et sauf retournement de situation improbable, ils devraient retrouver les playoffs en fin de saison pour jouer le titre dès leur première année de retour dans l'élite. Le TVB aura donc fort à faire pour revenir de Poitou-Charentes avec les 3 points de la victoire, surtout qu'au match aller en novembre dernier, Tours s'était incliné 3-7-1 à domicile. Ils ouvrent leurs portes tout le week-end, les compagnons du devoir. Jusqu'à dimanche, il sera possible de visiter leurs ateliers de Tours Nord et ainsi découvrir leur savoir-faire, leur mode de vie et leur formation. Carrossiers, charpentiers, plombiers, boulangers, tous les corps de métier seront représentés. On en parle dans un instant avec Gaël Bruon, responsable de la Maison des Compagnons de Tours. Restez avec nous, à tout de suite.